Au sud-ouest de Paris, à cheval sur les départements de l'Essonne et des Yvelines, il est un pays dont le seul nom évoque le Moyen-Âge. C'est le mystérieux pays du Hurepoix. Abritant aujourd'hui en son sein le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, il forme un ensemble de bois creusés par plusieurs rivières. Son territoire alterne massifs forestiers, plateaux agricoles, vallons escarpés et vastes prairies. Ces paysages offrent un éventail remarquable de sites historiques, marqués dès le Moyen-Âge par la présence de seigneurs influents. Au fil des siècles, ces grandes familles, tantôt alliées, tantôt hostiles à la couronne, se partagent les terres, leur léguant un patrimoine culturel exceptionnel. Châteaux, manoirs et parcs sont autant de témoignages de ce passé riche et tumultueux. Parmi eux, les imposants vestiges de la Madeleine, la forteresse médiévale de Dourdan, l'élégant château de Breteuil et le domaine pittoresque de Saint-Jean-de-Beauregard. L'Hurepoix, c'est une entité qui se délimite en gros à un plateau caractérisé par un socle en meulière sur lequel on n'a pas vraiment beaucoup de possibilités de faire une mise en culture forte. Donc c'est des zones qui sont restées forestières assez longtemps. Ces espaces forestiers, ils ont un intérêt majeur, hein, que ce soit pour la construction, la mise en défense, la fourniture de charbon pour les industries métallurgiques ou de bois pour tout ce qui est verrerie. Après, elle n'apparaît pas telle qu'elle dans les délimitations, par exemple, des évêchés ou des diocèses. On est dans un secteur qui est vraiment plutôt une entité géographique qu'une vraie entité politique. Les contours du territoire du Hurepoix se précisent au fil des siècles. Aujourd'hui bordé par la Seine au nord et à l'est, par l'Orge au sud-est et par la forêt de Rambouillet à l'ouest, il est entouré par la Brie, le Gâtinais et la Beauce. Sa capitale prend place à Dourdan, où poterie, teinturerie et foulerie se développent. L'origine du mot, elle, reste toujours méconnue. Le terme apparaît au XIIIe siècle. Il pourrait provenir de Hérupe, signifiant hérissé, du nom donné au peuple de l'ancienne Neustrie en raison de son opposition à Charlemagne. Une autre hypothèse étymologique, Hurepoix ferait référence à Orobia, l'orge en latin, et serait donc le pays de l'orge. Dans nos régions, ce qui va fédérer, ce qui va créer les centres de population, qui va un peu attirer les populations qui, dans un premier temps, sont plutôt dispersées. On est sur des maillages lâches d'occupation avec des petits pôles de peuplement. En fait, ce sont essentiellement les centres religieux, les églises, qui vont créer des contextes fonciers qui font qu'on va venir habiter autour. À la fois parce que ce sont des pôles communautaires, à la fois le lieu de culte, le lieu où on inhume les morts, et puis avec le cimetière. Et puis en plus, l'église en elle-même crée autour d'elle une spécificité foncière qui vont favoriser le développement des centres urbains. Sur ces terres, l'arrivée des seigneurs découle de l'essor des agglomérations. Ils s'implantent près des villes et des villages sur des sites stratégiques, le plus souvent sur des points hauts, afin de contrôler les axes de circulation. C'est le cas du château médiéval de la Madeleine, qui domine fièrement la vallée de l'Yvette et l'actuelle ville de Chevreuse. Les premières traces d'un village à cet emplacement datent du Xe siècle. Le village tire son nom du latin cavrosa, signifiant la chèvre, en référence à l'abondance de chèvres dans la région et aux activités de tannerie dont la ville s'est fait la spécialité. On a la présence d'un seigneur qui apparaît dans certains textes autour du XIe siècle, dans la deuxième moitié du XIe siècle. À cette époque-là, on a encore vraisemblablement un système défensif en bois tout autour, hein, avec un système de fossés. La pétrification du site se fait dans la deuxième moitié du XIIe siècle, entre 1160 et 1180. On a retrouvé un grand fossé qui barre en fait ce qui correspond à l'actuelle haute cour du site, dans lequel on a du mobilier céramique qui correspond bien à cette deuxième moitié du XIIe siècle, et donc qui montre qu'on construit le mur en comblant le fossé, et on va avoir donc cette première muraille qui va être construite à ce moment-là. Au XIIIe siècle, le plan du site se divise en deux. La haute cour, réservée aux seigneurs, correspond à la partie ouverte actuellement aux visites. La basse cour, vendue en parcelles à la Révolution, est désormais privée. Le château hérite du nom de la chapelle privée
voué à Sainte-Marie-Madeleine, située dans la basse-cour, aujourd'hui disparue. La guerre de Cent Ans va précipiter la mise en défense du site. Le nouveau seigneur, Pierre de Chevreuse, est chargé par le roi non seulement de renforcer les fortifications du château, mais également de faire fortifier la ville. On construit alors une muraille qui part du château pour encercler toute la cité. Le Châtelet qui est derrière moi n'est pas du tout le Châtelet qui était présent à l'époque. Le Châtelet le plus abouti date de la fin du XIVe, début XVe siècle, sous l'impulsion de Pierre de Chevreuse, lors de la grosse militarisation du château. À cette époque-là, existait probablement une herse, un système de levage dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant au niveau du château de la Madeleine, c'est qu'on avait un château qui était à moitié protégé par une douve en eau, donc qui venait jusqu'ici, avec un pont-levis qui enjambait cette douve en eau et qui faisait le tour du château à peu près sur la moitié de sa circonférence. Les travaux les plus importants entrepris à cette époque consistent à renforcer la façade nord de la haute cour et à remanier les deux tours. Le château va devenir une véritable citadelle urbaine, prête à accueillir une garnison royale. La partie nord du château correspond véritablement à la transformation du site à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle, d'une résidence seigneuriale à véritablement une citadelle urbaine. Les deux tours, la tour des Gardes et la tour Charles V, tours jumelles en quelque sorte, construites probablement sur d'anciennes fortifications qui ont utilisé le même socle. Alors la tour des Gardes, 4 niveaux avec plusieurs cheminées à l'intérieur, une tour escalier qui permettait d'accéder à ces différents niveaux. Et puis un rajout quelque peu postérieur avec ce petit bâtiment carré dans lequel se trouvaient des latrines chauffées directement par les cheminées qui sont présentes à l'intérieur de la tour des Gardes, ce qui permet un petit peu d'extrapoler sur une certaine fonction résidentielle malgré tout de cette tour des Gardes. Les deux tours sont reliées entre elles avec le chemin de ronde, la courtine, qui était probablement doté de hourds, donc ces éléments en bois qui aujourd'hui évidemment ne sont plus là, mais qui permettaient probablement de faire un toit, certaines avancées au-dessus des douves et qui avaient un rôle défensif. Ce rôle défensif de cette partie-là du château, complété par les machicoulis qu'on voit ici, donc ces ouvertures qui permettaient de lancer un certain nombre d'objets sur les assaillants. Machicoulis, c'est de l'ancien français, c'est maché colum en latin, donc maché c'est broyer, attaquer, le col, donc le cou. On constate que l'escalier qui donnait sur ce chemin de ronde ne commence pas du tout au niveau du sol, ce qui nous permet également d'extrapoler sur la présence d'éléments en bois pour rejoindre cet escalier qui pouvait être soit tiré vers le haut, soit abaissé, et ce qui permettait évidemment de donner une autre fonction défensive en empêchant de potentiels assaillants de grimper facilement sur le chemin de ronde. A contrario, la tour Charles V qui est ici était beaucoup plus dans une fonction résidentielle. On voit bien ici avec les ouvertures sur les côtés, les fenêtres, tous les trous dans les murs qui accueillaient des plafonds ou des toits et qui pour le coup, avec en plus des cheminées, permet véritablement d'attester de la fonction résidentielle de cette tour Charles V. Les recherches archéologiques permettent d'affirmer que l'intérieur du donjon est particulièrement fastueux et entièrement peint de couleur, comme souvent au Moyen-Âge. À cette époque, le donjon est plus haut et plus long qu'aujourd'hui. Il possède un étage et 2 travées supplémentaires, rasées au XVIIe siècle pour sécuriser le bâtiment construit sur un terrain en pente. Au début du XVe siècle, la guerre civile opposant les maisons de Bourgogne et d'Armagnac va bouleverser le destin du château. Le seigneur de Chevreuse, longtemps soutien du roi de France, change de camp en 1417 pour épouser le parti des Anglo-Bourguignons. Le château est donc occupé par une garnison anglaise. Le village, en revanche, reste aux mains de l'armée française. Pendant 20 ans, entre le château et le village, c'est un no man's land où on se tire dessus en continu. Donc il faut comprendre qu'on est dans une zone de guerre, on est vraiment sur une zone où on sait que, par exemple, la population du village va décroître très fortement à cette époque-là. Une fois que les Anglais ont été chassés par l'armée française du château, il faut bien comprendre que le site est
fortement ruiné. On va retrouver un certain nombre de dépotoirs dans lesquels on a beaucoup de mobilier archéologique. On appelle les carreaux d'arbalète, donc qui sont les pointes en fer qu'on met au bout des flèches d'arbalète. Ça nous a permis de bien caler, de bien comprendre la chronologie de ces événements. La garnison finit par se rendre à l'armée du roi Charles VII en 1438. La paroisse ne compte alors plus qu'une trentaine d'âmes. Avec l'aide du roi, Nicolas de Chevreuse remet la place forte en état. C'est la dernière phase de travaux de la forteresse. On reconstruit le châtelet d'entrée, on remonte les murailles et on érige les 2 tours rectangulaires situées au sud, du côté de la vallée et du village. En récompense, la seigneurie est érigée en baronnie vers 1460. Toute cette partie-ci, c'est la partie la plus tardive des constructions du château de la Madeleine, donc qui date de la deuxième moitié du XVe siècle. À l'époque, les remparts qui enserraient la commune de Chevreuse partaient de cette tour-là, la tour qui est au sud-est du château, faisait le tour, et remontaient pour se terminer juste au niveau de la poterne qui est à ma gauche. Et on voit ici sur cette partie méridionale de murs d'enceinte les deuxièmes types de mâchicoulis qui se trouvent au sein du château, à savoir les mâchicoulis sur arc qu'on voit juste là. C'est déjà un peu la fin de l'histoire de ce site, puisque dans la fin du XVe siècle, le château va être revendu. Et on voit bien dans les textes qu'on vend un château qui est quand même considéré encore comme ruiné, malgré ses travaux. Par la suite, il va accueillir des garnisons, on le sait, entre autres pendant les guerres de religion, où on sait qu'on a une garnison qui est logée plutôt dans les tours au sud du château, et une de ces tours va être incendiée. Donc il y a dû avoir aussi à Chevreuse des combats liés aux guerres de religion. Mais c'est vraiment les dernières traces militaires, on va dire, d'occupation du site. La forteresse de la Madeleine va ensuite connaître plusieurs campagnes de restauration. Vers 1660, le célèbre dramaturge Jean Racine, alors en formation de contremaître à Port-Royal des Champs, supervise les travaux de restauration du donjon. De son séjour dans les lieux, reste le chemin Racine, promenade bucolique reliant l'abbaye de Port-Royal au centre-ville de Chevreuse. En 1981, le conseil départemental acquiert la forteresse alors en ruine. De 1986 jusqu'au début des années 2000, d'importants travaux d'urgence et de restauration sont réalisés pour sauver ce fleuron de l'architecture féodale. On choisit alors de lui redonner son intégrité et sa cohérence historique en restituant l'état du XVe siècle. À une vingtaine de kilomètres au sud, une autre agglomération se développe durant le Moyen-Âge, Dourdan. Célèbre pour ses ateliers de poterie vendus dans tout le bassin parisien, elle devient la capitale du Hurepoix. Aujourd'hui, elle abrite l'une des seules forteresses en Île-de-France à conserver l'essentiel de ses structures défensives. La première mention de ce château date de 1222, où une charte d'avril 1222 stipule le château neuf, juste à côté de l'église qui existe depuis le XIIe siècle, donc l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. On ne sait pas trop pourquoi ces 2 monuments étaient placés aussi proches, mais en tout cas, ils sont tous les 2 au point le plus haut de la ville, donc visibles de n'importe quel endroit d'où on arrive. À cette époque, le royaume de France est encore très morcelé. Le roi Philippe Auguste engage un important programme de construction militaire dans le but d'asseoir son pouvoir sur les nouveaux territoires qu'il vient de conquérir, en particulier pour se protéger des Anglais. On dénombre 51 châteaux forts à son actif. Dourdan est le dernier château fort qu'il va faire construire. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le système philippien. C'est le plan le plus abouti de ce système. Il fait construire le château à Dourdan pour plusieurs raisons. Déjà, on est à une frontière du royaume de France. Donc on protège la frontière, évidemment. On est à un point stratégique entre Paris et Chartres, où en fait, Chartres vers Paris, c'est la route du blé. Donc il faut protéger cette route. Et surtout, c'était le commerce des poteries, commerce pendant le XIIIe et XIVe siècle. Donc la ville, en fait, a un essor économique aussi à ce moment-là.
Le château de Dourdan est l'un des châteaux de Philippe Auguste les mieux conservés, en tout cas en Île-de-France. On peut encore apprécier en fait le plan et les systèmes défensifs toujours présents. Donc un plan de forme géométrique simple, un carré, avec des tours d'angle dans les angles, des tours flanquées au milieu des courtines. Toutes ces tours sont munies de meurtrières orientées dans différentes directions pour éviter bien sûr les angles morts. On a le châtelet d'entrée avec les 2 tours très proches l'une de l'autre qui vont surprotéger l'entrée du château. Le château est entouré par un fossé et donc il y a la base du château qu'on appelle une escarpe, il y a le fossé et le mur côté rue aujourd'hui qu'on appelle la contre-escarpe. Et du haut de cette contre-escarpe descendait un talus de terre qu'on appelle un glacis et donc qui était là pour protéger le château. Les meurtrières ou archères désignent de manière générale toute forme d'ouverture de tir. Le terme vient du mot « archer », celui qui tire à l'arc. Elles existent déjà avant Philippe Auguste, mais celle-ci, dite archère simple ou philippienne, se caractérise par un tracé tout droit. Le donjon a conservé tous ces éléments du XIIIe siècle. Et donc, il était symbolique, il représentait le pouvoir royal de par sa hauteur, et il était excentré du reste du château. Donc, le roi n'habitait pas dedans, mais il fallait qu'il puisse se réfugier en cas d'attaque. Ça pouvait servir de tour de refuge. Et donc, à l'intérieur, on va trouver le nécessaire pour survivre. On va voir notamment un four avec une cheminée, un conduit de cheminée qui chauffe tout le donjon. Il va jusqu'en haut. On va voir un puits. Et on va avoir de quoi stocker une cave, de quoi stocker nourriture, bois, etc. Il y a environ 8 mètres de hauteur de plafond avec une magnifique voûte en croisée d'ogive qui se termine par ce qu'on appelle des culs de lampe. Le donjon représente le centre de pouvoir du domaine. Ici, il a la particularité d'avoir son propre fossé, en plus de celui qui protège le château. Il n'y a pas d'eau dans les fossés, le lit de l'Orge qui coule à proximité étant trop bas pour l'alimenter. Pour reconstituer toute cette architecture, on a l'aide bien sûr de l'archéologie du bâti. On a aussi un document très important qui est le seul représentant le château avant sa destruction, c'est les Trésors du duc de Berry. C'est un livre de prières réalisé vers 1410. Dans ce livre de prières se trouve un calendrier. Et chaque mois de l'année est représenté un des châteaux du duc de Berry. Et on a de la chance parce qu'il possédait le château de Dourdan et on est dessiné au mois d'avril. C'est vraiment un document très important, c'est vraiment le seul qu'on a du château. Et on a pu notamment travailler sur la hauteur et on sait en proportion que le château de Dourdan a perdu les 2/3 de sa hauteur. Donc en fait, il faut imaginer quand on arrive dans ce château que la cour, elle était plutôt sombre. C'est un château qui n'est pas très grand en superficie, mais qui était très haut. C'est au cours des guerres de religion que le château perd les 2/3 de sa hauteur. La forteresse appartient alors au duc de Guise, chef de la Ligue catholique, en lutte contre le parti protestant. Mais en 1591, elle est assiégée par les troupes d'Henri IV. Il fait attaquer le château, donc il se place devant et sur le côté du château et ils vont tirer au canon. Et le château ne va pas résister. Vu que les armes à feu n'existaient pas au XIIIe siècle, forcément, le château va subir de plein fouet ces tirs. Et donc les toitures vont disparaître, une bonne partie des courtines vont s'écrouler. Et donc la garnison du capitaine Jacques d'Argien va battre en retraite dans le donjon. Et probablement à cause d'une trahison, ils vont être pris dans le donjon. Le siège de 1591 ébranle profondément les murs du château, pourtant épais de 2 mètres. La dernière brèche, restée visible jusqu'en 2010, est rebouchée lors d'une campagne de restauration. Les troupes d'Henri IV essaient également de faire effondrer une tour d'angle, sans succès. Mais une longue fissure témoigne encore de ce travail de sape. Dépourvu de ses attributs défensifs, le château de Dourdan perd donc sa fonction militaire. La couronne reste propriétaire des lieux jusqu'en 1672. Philippe d'Orléans le transforme alors en prison. Puis en 1743,
le château se voit attribuer de nouvelles fonctions. Un édit du roi Louis XV autorise la création de greniers pour faciliter la levée de sel, monopole du roi assujetti à l'impôt de la gabelle. Un grenier à sel est alors établi dans le vieux château fort de Dourdan. Il sert à la fois d'entrepôt et de tribunal chargé de juger les contraventions relatives à la gabelle. Pour la construction de ce bâtiment, on détruit un ancien logis qui regardait la rue de Chartres, qui correspondait aux anciennes écuries du duc de Guise. Et ensuite, on réemploie les matériaux pour élever donc, ces 2 magasins de sel. Alors le sel était une denrée primordiale. On l'utilisait pour la salaison, la conservation des aliments, pour l'alimentation du bétail. Le ressort territorial comprenait 55 paroisses. C'est-à-dire, il s'agissait du territoire à cheval entre Chartres, Montfort-l'Amaury, Étampes et Dourdan. Dans les régions dites de grande gabelle comme à Dourdan, il est obligatoire de s'approvisionner annuellement à un endroit fixe. L'impôt ainsi prélevé est un revenu considérable pour la couronne. La gabelle est supprimée juste après la Révolution. Le château est alors converti en prison départementale. Il accueille plusieurs centaines de prisonniers de droit commun, hommes comme femmes. En 1819, les ducs d'Orléans récupèrent le château, qui devient une prison communale. Les prisonniers sont placés dans le donjon et les salles de garde du Châtelet médiéval. On trouve encore aujourd'hui d'émouvants témoignages de leur passage. En 1848, le château, qui appartient désormais à l'État, est vendu. Il est acheté 4 ans plus tard par un notable dourdanais, Amédée Guéné, qui le réhabilite et en fait une élégante demeure bourgeoise. Puis, c'est Joseph Guyot qui en devient propriétaire. Le château est le lieu de villégiature de la famille Guyot, qui vit à Paris. Il poursuit les aménagements tant en intérieur qu'en extérieur, en particulier dans le style néo-gothique. Joseph Guyot est le portrait en fait, de l'érudit humaniste du 19e siècle. Alors, il est issu d'une famille donc, de magistrats, d'une famille très cultivée. Son père était aussi poète. Et toute une série en fait, de qualificatifs pourrait correspondre à la personnalité de Joseph Guyot et rendre compte de la multiplicité de ses centres d'intérêt. Par exemple, on pourrait le qualifier d'archéologue, de collectionneur, d'historien, mais il était aussi médiateur du patrimoine, si on peut reprendre une dénomination actuelle. Il ouvrait le château à la visite en semaine, excepté le dimanche, et le château sert d'application à toutes ses recherches. Ce passionné d'histoire publie en 1868 une monographie locale intitulée « Chronique d'une ancienne ville royale, Dourdan, capitale du Hurepoix ». Au château, il s'emploie à donner une modénature pseudo-médiévale aux façades, qui sera effacée par la suite. S'il conserve l'aspect romantique du parc, il installe tout le confort moderne dans les espaces intérieurs, en particulier un chauffage central, dont le musée conserve encore les très beaux radiateurs en fonte. À la naissance de sa fille, en 1894, Joseph Guyot commence un album photographique dédié à sa fille. Et cet album conserve un nombre de photographies, de cartes postales, de poèmes, des premiers dessins, de notes. Et ces photographies montrent la vie de la famille Guyot dans le château. Élisabeth et son mari, le vicomte Léopold Gaillard de la Valdaine, ne parviennent pas à entretenir le château. Ils décident de le vendre en viager en 1961. La maison privée va progressivement se transformer en musée. Il abrite aujourd'hui les collections patrimoniales de l'ancien Hôtel-Dieu, en particulier du mobilier Régence d'époque Louis XV, Louis XVI, ainsi que des peintures et des estampes. La chambre de Joseph Guyot est restée en l'état.
À une vingtaine de kilomètres au nord, voici le château de Breteuil, bâti sur un promontoire dominant toute la vallée. Célèbre pour sa collection de poupées automates illustrant les contes de Perrault, il fait partie des plus beaux souvenirs de plusieurs générations d'enfants. On retrouve trace des premiers seigneurs de Breteuil à l'époque du Moyen-Âge. Mais le site ici du château de Breteuil a été habité et construit depuis bien plus longtemps que cela, puisque on pense qu'à l'époque gallo-romaine, il y avait ici 2 fermes gallo-romaines qu'on appelait des villae. Bis villae, pour ces 2 villas, a donné le nom à la terre de Bévilliers. De la forteresse médiévale de Bévilliers, rasée en 1596, ne subsiste aujourd'hui que le colombier et les douves. La première phase de construction du château dans sa forme actuelle démarre en 1610. Le logis seigneurial est alors entièrement clos de murs, entouré de fossés, et se compose de 5 pavillons disposés autour de la cour d'honneur. En 1712, la famille de Breteuil hérite du château. Eh bien, vous savez, le château de Breteuil, il est dans ma famille depuis 400 ans. C'est un des rares châteaux de France, et même, je crois, du monde, qui est toujours appartenu à la même famille depuis aussi longtemps. 400 ans, c'est un long terme, mais c'est un terme important pour un château parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant ces 400 premières années. En 4 siècles, le domaine est profondément transformé. C'est d'abord Claude Stanislas, 4e marquis de Breteuil, qui entreprend une première phase de travaux, en portant une attention particulière aux jardins qui l'entourent. Claude Stanislas de Breteuil, sous le règne de Louis XV, a considérablement amélioré le confort et l'embellissement du château. Il a créé de nouveaux salons, de nouvelles chambres. Les murs sur la cour d'honneur ont été abattus pour permettre d'avoir des vues ouvertes sur les jardins. Et puis, dernière phase d'agrandissement, eh bien, c'est à la fin du XIXe siècle qu'Henri de Breteuil a rajouté des ailes en retour sur la cour d'honneur, des ailes que l'on peut encore voir aujourd'hui. Au XIXe siècle, les jardins ont également beaucoup évolué. C'est à la fin du siècle que les Duchesne, Henri et Achille Duchesne, les 2 grands paysagistes de l'époque, ont redessiné et créé les jardins à la française tels qu'on les connaît actuellement. Auparavant, au XVIIIe et début XIXe, il y avait ici un parc à l'anglaise tout autour du château. La famille Breteuil compte bon nombre de personnages illustres. Parmi ces figures remarquables, il est une femme au destin singulier. Gabrielle Émilie, née de Breteuil, marquise du Châtelet. Alors, des femmes, il y en a eu beaucoup, bien sûr, dans le château, c'est une chance. La femme la plus célèbre, qui est vraiment quelqu'un de reconnu dans le monde entier, elle s'appelait Émilie de Breteuil, marquise du Châtelet, et c'était une grande dame des sciences. C'était la première femme qui a interprété les œuvres de Newton. Elle a écrit sur la nature du feu, elle a écrit beaucoup de choses. On ne pourrait pas tout dire ici, mais c'était une femme remarquable qui a énormément travaillé, surtout la physique et les mathématiques. Et comme disait Voltaire, si elle avait été un homme, elle aurait été complètement transfigurée comme la femme la plus intelligente. Grande amie et muse de Voltaire, qui sera son amant pendant 15 ans, Gabrielle Émilie est considérée comme la première femme de science de notre histoire. Ses travaux en mathématiques et en physique retiennent toujours l'attention des chercheurs du monde entier. Ses recherches contribuent à l'écriture de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dont un très bel exemplaire est conservé au château.
Son érudition lui vaut le surnom de Lumière de Breteuil. Lumière qui s'éteint en 1749. Alors, le château a connu 2 périodes d'abandon partiel. Tout d'abord, au moment de la Révolution française, le propriétaire du château à l'époque, Charles de Breteuil, était un petit garçon qui n'avait que 8 ans. Parce qu'il était mineur, il a pu bénéficier d'une loi révolutionnaire qui mettait sous séquestre les biens des enfants mineurs. Les révolutionnaires estimaient en effet que les enfants n'étaient en rien responsables de la situation politique du pays et qu'ils n'avaient donc pas à souffrir des méfaits de la Révolution. Donc le château a été mis sous séquestre, entièrement fermé, et Charles de Breteuil a pu le récupérer en bon état, en tout cas pas pillé ni incendié, mais à sa majorité. Donc ça a été la première phase d'endormissement du château, donc à la toute fin du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, le marquis Henri de Breteuil reprend les rênes du domaine. Homme politique influent, il marque profondément le début du XXe siècle. Il participe notamment à la réalisation de l'Entente cordiale en 1904, qui liera le sort de la France à celui de l'Angleterre lors des 2 guerres mondiales. Au XXe siècle, le château a commencé par son heure de gloire, c'est-à-dire qu'entre 1900 et la Première Guerre mondiale, tout le Gotha européen a défilé ici à Breteuil. Il y avait de grandes chasses, des bals, et plusieurs rois et reines d'Europe sont venus ici. Après la Première Guerre mondiale et le décès d'Henri de Breteuil, le château est tombé un peu en sommeil et s'est vraiment endormi après la Seconde Guerre mondiale, où là, il était plus ou moins abandonné, cela dépendait des années, mais c'est à cette époque-là que le château a commencé à souffrir d'un abandon partiel. Et puis, en 1967, l'actuel propriétaire, mon cousin, Henri-François de Breteuil, s'est marié et a repris, avec son épouse, Séverine Decazes, le château familial, et ils ont ensemble entrepris une grande campagne de restauration et d'ouverture au public. Je venais quand j'étais tout jeune, j'étais étudiant, parce que j'étais très attaché à ce château. Je me souviens que je venais souvent en petit scooter de Paris et que j'habitais dans une petite chambre du château qui n'avait pas de chauffage. Mais je venais travailler mes examens, je venais avec quelques amis de temps en temps, dans un château vraiment à l'abandon. Mais je voulais montrer par là qu'il serait sauvé un jour. Et bien sûr, la bonne fée qui a contribué merveilleusement à ce sauvetage, c'est mon épouse, Séverine, qui aimait beaucoup ce château. C'était une chance quand on s'est mariés en 1967. Et là, on a attaqué, si je puis dire, tout de suite, la restauration du château, des meubles, des tableaux, des jardins, voilà, toutes les choses qui étaient à faire. Et ça fait exactement 51 ans que nous travaillons dans le château, mais c'est jamais terminé. Je me disais souvent, si j'ouvre les grilles à tout le monde, on pourra sauver le château. Si je ferme les grilles à tout le monde, c'est la mort du château. Pour moi, l'ouverture au public, c'était bien sûr le sauvetage du château, la renaissance du château finalement, redonner de la vie à ce château. Au cours des 50 dernières années, le nombre de visiteurs n'a cessé de croître. Aujourd'hui, le château de Breteuil est le château d'Île-de-France le plus fréquenté après Versailles. Les travaux se poursuivent, toujours et encore. Sont notamment prévus la restauration de l'aile gauche des bâtiments des communs et la création d'un second gîte et une salle de réception. Ouvrir le château au public toute l'année nécessite évidemment de multiplier l'offre pour pouvoir satisfaire les visiteurs en toute saison. Alors il y a comme ça, sur plusieurs dimanches au cours de l'année, des animations. Il peut y avoir des reconstitutions historiques, que ce soit à 1900 ou des reconstitutions militaires. Tous les ans à l'automne, plusieurs associations de reconstitution historique militaire viennent. Il y a des grenadiers de Napoléon, des GIs américains ou des chevaliers des croisades. Voilà, et tout le monde défile
campent, bivouaquent dans les jardins. Il y a également des spectacles d'escrime artistique, des chasses au trésor, des pièces de théâtre, des concerts, donc des animations comme ça, disséminées sur plusieurs week-ends au cours de l'année. Salut! Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Et là, et là, oui. Oh. J'ouvre la ligne, je la bouche. Ça vient t'approcher, là. L'escrime artistique, c'est en fin de compte l'escrime de KPDP qu'on voit dans les films, dans les romans, dans les pièces de KPDP du même nom. On va chercher l'escrime telle qu'elle était utilisée à l'époque, par exemple au XVIIIe siècle, et de cette escrime-là, on va faire une chorégraphie en créant un duel, c'est-à-dire en créant un enchaînement où il va y avoir peut-être un blessé, peut-être un mort, un désarmement, suivant le scénario qu'on met en place. Mais c'est vraiment un enchaînement que chaque partenaire va connaître de manière à ce qu'on n'ait évidemment pas d'accident, puisqu'on travaille sans protection avec de véritables armes. Donc il faut que tout soit en énorme sécurité. Les qualités d'un escrimeur, c'est une adaptation par rapport à son partenaire, ça c'est très important, d'avoir une connaissance technique aussi importante, et puis il faut une entente primordiale entre les deux partenaires, une confiance totale, et bien sûr après des qualités physiques, de coordination et de mémoire, ça c'est très important. Il faut savoir que tous les rois de France ont appris l'escrime au plastron d'un maître d'armes, que ce soit évidemment les monarques, mais également toute la famille royale. Pas les femmes, c'était interdit pour les femmes, mais tous les enfants du roi apprenaient l'escrime au plastron de maître d'armes. L'escrime est une discipline française qui fait partie de la bienséance, exactement comme la danse, l'équitation ou la musique. Avec le marquis, c'est une amitié vraiment de plusieurs années. On a fait des pièces de KPDP ici, dans le parc du château, et on a tout de suite 800-900 personnes qui viennent. Et ça, c'est extraordinaire. Un peu plus à l'est, dans le département de l'Essonne, à proximité des Ulysses, le domaine de Saint-Jean de Beauregard s'étend sur 500 hectares de bois et de plaine. Cette propriété agricole toujours en activité abrite en son sein un magnifique manoir du XVIIe siècle. Dès le XIIe siècle, un château fort existe déjà à cet emplacement. C'est la propriété d'un certain Eudes de Montfaucon, dont il ne reste plus de traces aujourd'hui. Au château fort succède un hôtel seigneurial qui est intégré dans les bâtiments actuels. Et puis, au début du XVIIe siècle, au moment où François Dupoux envisage la construction d'un château de plaisance, d'un château à la mode de l'époque, le nom de Montfaucon est devenu déplaisant. Non pas par lui-même, mais parce que c'est le nom du gibet de Paris, qui n'était pas ici, bien sûr. Le gibet de Paris était dans l'actuel parc de la Villette, mais cette homonymie est devenue extrêmement déplaisante pour quelqu'un qui veut construire un château agréable. Donc l'autorisation est demandée au roi de changer le nom, et le nom devient Beauregard. Beauregard, ça veut tout simplement dire « jolie vue ». Très vite après,
Beauregard est devenu Saint-Jean de Beauregard grâce à la chapelle qui est dans le parc, qui est une chapelle qui date du XIVe siècle. Et cette chapelle était dédiée, est toujours dédiée, à Saint Jean-Baptiste. Donc, Saint-Jean de Beauregard. Les bâtiments actuels sont construits entre 1610 et 1637. Remarquablement préservés, l'extérieur du château conserve intact le charme et l'élégance de son environnement classique du XVIIe siècle. Les décors intérieurs, mis à la mode du XVIIIe siècle par l'une des propriétaires, Madame Charon, témoignent encore d'un art de vivre raffiné et délicat. Saint-Jean, c'est un château de taille moyenne. Mais je dis quelquefois que c'est un petit grand château. C'est un petit grand château dans la mesure où, en dépit de sa taille moyenne, il recueille, il rassemble tous les éléments symboliques d'un grand château. Il y a la chapelle intérieure et la chapelle dans le parc. Il y a le jardin potager, le pigeonnier, l'orangerie, la glacière et des immenses écuries prévues pour 20 ou 30 chevaux. Donc réellement, tous les éléments symboliques sont là. Et d'ailleurs, fort heureusement, le château est intégralement classé monument historique de la cave au grenier, intérieur et extérieur. Historiquement, la taille du pigeonnier caractérise l'importance de la seigneurie. Or, curieusement, aujourd'hui, le pigeonnier de Saint-Jean de Beauregard est le plus grand d'Île-de-France. Ceci s'explique sûrement par la destruction de la plupart des pigeonniers à la Révolution, soit pour le symbole, soit parce qu'ils n'ont plus d'utilité. Mais autrefois, ils étaient indispensables. Il faut comprendre un pigeonnier comme un poulailler. C'est juste, on y élevait des pigeons au lieu d'y élever des poulets. Mais l'énorme avantage du pigeon par rapport au poulet, c'est qu'il va se nourrir tout seul dans les champs et dans les bois. Et ce bâtiment, en fait, est spectaculaire à l'extérieur, bien sûr, c'est une grande tour, mais à l'intérieur, parce qu'il a conservé toutes ses cases et son système d'échelle pivotant qui permettait à 2 hommes de monter tout en haut, puisqu'il fallait prélever les œufs, les jeunes pigeons, et bien sûr nettoyer les cases. Et comme rien ne se perdait, le nettoyage des cases produisait un engrais très précieux pour le jardin potager qu'on appelait pudiquement la colombine. Aujourd'hui, l'emblème de Saint-Jean de Beauregard est sans contexte son jardin potager. Entièrement clos de murs, il est l'un des rares à avoir survécu jusqu'à nos jours, quasiment intact. Classé jardin remarquable en 2005, il marie harmonieusement fleurs, arbres fruitiers et légumes rares. Le jardin potager de Saint-Jean de Beauregard est en miniature la copie du jardin potager de Versailles. Peut-être la modernisation du jardin et la différence par rapport à l'état du XVIIe ou du XVIIIe siècle, c'est que ce jardin, c'est une profusion de fleurs. Aujourd'hui, nous cherchons à marier la production et l'esthétique du jardin. Et la part liée à l'esthétique est liée aux fleurs. Une des colonnes vertébrales du jardin, ce sont les contre-espaliers de poiriers. Et la poire, c'est vraiment le fruit du XVIIIe siècle. Énormément d'améliorations ont été faites sur les poires. Beaucoup de variétés anciennes sont encore cultivées aujourd'hui. C'est un peu notre fierté. La passion pour les plantes s'est transmise de mère en fils. En 40 ans, Madame de Curel a transfiguré le jardin potager, en particulier en mettant en place les collections de fleurs. Elle est également à l'origine de la création de la Fête des plantes. Née en 1984, c'est désormais l'une des manifestations horticoles les plus importantes de France.
fêtes des plantes ont lieu 2 fois par an, au mois d'avril et fin septembre. À cette occasion, 250 exposants, parmi les meilleurs en Europe, mais beaucoup viennent de France, exposent des plantes rares, des plantes difficiles à trouver, mais c'est aussi un événement grand public. C'est vraiment un événement où beaucoup de familles viennent avec les enfants pour faire découvrir la nature, même si c'est la nature apprivoisée par l'homme, mais c'est véritablement une fête des sens. Pouvoir réunir 20 000 personnes 2 fois par an, c'est pour nous une grande joie et ça donne du sens à cette propriété. Accessoirement, ça permet de financer une partie des travaux. Le parc du château accueille bien d'autres événements. Ouvert au jeune public, il reçoit des classes et des centres de loisirs et propose des visites ludiques sous forme de jeux de piste pour amuser petits et grands. Malgré l'ampleur du travail, seulement 2 jardiniers se partagent l'entretien du parc et du potager. 2 jardiniers pour l'entretien d'un parc de 20 hectares, c'est vraiment le minimum. Pour le jardin potager en particulier, nous avons un jardinier qui est arrivé il y a 35 ans, il était tout jeune homme, et tenir le jardin tout seul, c'est un jardin de 2 hectares, et bien c'est un exploit. Ça fait 35 ans que je travaille au domaine, donc faut pas compter ses heures, faut avoir la passion d'un jardin comme ça et pas se laisser déborder. C'est un potager à 4 branches, donc 4 grands carrés bordés de fleurs annuelles pour l'esthétique et des légumes un petit peu anciens, mais des légumes récents aussi dans les carrés tout autour de ces croix de fleurs de pelouse. Il y a les cultures fruitières, les cultures maraîchères et puis les cultures florales. Actuellement, on a beaucoup de collections. Une collection d'élébores, une collection de clématites, une collection de pivoine, une collection d'iris, des arbres fruitiers anciens aussi, quelques légumes anciens comme les lentilles, la patience, beaucoup de légumes comme asperges, tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre, artichauts, courgettes. Et sinon, on a des framboisiers, des groseilliers. C'est diversifié parce que ça permettait de faire vivre 40 personnes en autarcie sur le domaine. Ce que je préfère en ce moment, on est au mois de mai, c'est les premières fraises, avec des variétés comme Gariguette et puis Séraphine. On va commencer la récolte bientôt, donc il y en a quelques-unes qui commencent à rougir, des variétés qui vont produire assez abondamment pour pouvoir faire des confitures. Décompression de semis. Mon plus grand bonheur, c'est d'être à l'air libre, pas dans une ville, et puis pouvoir me promener quand je veux. Le jour que je ne travaille pas, je fais un petit tour dans le jardin, juste pour regarder les fleurs, ce qui ne va pas, puis ce qui est joli, ce que j'ai pas le temps autrement. Il faut être passionné, c'est tout, au niveau du travail.
Ainsi s'achève ce tour d'horizon des châteaux du Hurepoix. Toujours debout malgré les ravages du temps et des guerres. Grâce à tous les passionnés qui ont permis à ces trésors de parvenir jusqu'à nous.